Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'On se dit tout. Je vous propose d'aller découvrir pour cultiver et valoriser toutes ces intelligences qui se cachent et se nichent dans nos enfants. Après cet épisode, vous comprendrez que chacun a son intelligence et donc est riche à sa manière. A tout de suite pour les détails. Avec nous, un plateau de spécialistes de la question. Zineb Lamarty, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous, Yasmine. Vous êtes coach certifié ICF, coach scolaire. Et à vos côtés, Saad Bensbahou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Saad, d'être avec nous. Vous êtes coach certifié ICF également et formatrice. Oui. Mesdames, merci beaucoup pour le déplacement, Merci pour nos à vous. téléspectateurs, bien Merci. sûr. Alors, cette question de l'intelligence chez les enfants. Mon enfant est-il intelligent? Et je vais vous poser la question, on va dire, de façon aussi crue. Est-ce que les parents, est-ce qu'il vous arrive que les parents vous posent cette question? Est-ce que mon enfant est intelligent? Zineb Lamarty. Alors, pas aussi directement, mais généralement, on me pose la question en consultation, est-ce que mon enfant réalise ses aptitudes, réalise qu'il a des capacités? Pourquoi est-ce qu'après avoir travaillé avec lui avec acharnement, les notes ne sont pas toujours au rendez-vous? Pourquoi est-ce qu'à cause d'un professeur, il n'évolue pas dans une matière où il a de très fortes capacités? Donc, généralement, ce sont des questions si l'enfant lui-même réalise qu'il a certaines intelligences. Donc, la question, elle est plutôt évoluée dans ce sens-là. Mais est-ce que le parent me demande si mon enfant est intelligent ou pas? Non, j'entends pas souvent cette question. C'est surtout, est-ce que mon enfant réalise-t-il qu'il est doué et qu'il a quelque chose en lui? Et c'est ça la question la plus importante parce que ça fait partie du prisme de l'estime de soi. D'accord, mais justement, quand les parents vous posent cette question, est-ce que c'est quand même sous-entendu? Est-ce qu'il ne serait pas un peu bête par rapport à une matière? Généralement... Désolée de le dire comme ça, mais je le dis de façon, on va dire, très terre-à-terre. Très compréhensible, non, c'est vrai. Généralement, on me dit il ne mémorise pas, ou bien il ne comprend pas, ou bien il n'est pas assez concentré. Est-ce que c'est la raison pour laquelle mon enfant n'excelle pas dans cette matière-là? Souvent, ils font une relation de causalité qui relie toutes les mamans. Mon enfant n'est pas bon en maths, en physique. Est-ce qu'il est intelligent? Donc, du coup, il part directement dans la direction scientifique. Si l'enfant n'est pas bon dans les matières scientifiques, est-ce qu'il est bon de façon générale? Mais ce qui est sûr, c'est que chaque enfant a sa manière d'apprendre. Okay. Et chaque enfant reçoit l'information d'une manière différente. Donc, du coup, la question peut-être, c'est est-ce que le système scolaire ouvrirait donc la possibilité... Ça, on va le développer petit à petit, justement. Mais c'est très important ce que vous pointez du doigt, Zineb, et c'est le but de cette émission. On va y arriver, justement. Petit à petit, on va broder. Oui, c'est-à-dire que c'est plutôt pourquoi il ne comprend pas. Pourquoi, surtout après avoir appris la leçon, pourquoi le lendemain, en évaluation, la mémorisation n'est pas là? Pourquoi est-ce que... L'application de ce qu'on a fait. Donc, du coup, automatiquement, il y a une note qui en sort. Et cette note, elle n'est pas fameuse souvent, ou plutôt moyenne. Donc, la causalité, est-ce que mon enfant est intelligent après ce résultat-là? C'est trop facile de dire oui ou non. Parce que peut-être que le moyen d'apprendre ou la méthode d'apprentissage est différente pour un enfant et un autre. OK. Oui. Cela est-il, bien sûr, bien sûr. Déjà, il faut qu'on explique c'est quoi être intelligent. D'accord. Donc, quand tu poses cette question d'intelligence aux enfants, et vous pouvez faire l'expérience, quand on pose cette question à des enfants de bas âge, c'est-à-dire de moyenne et grande section, généralement, ils répondent tous qu'ils sont intelligents. Donc, c'est après, dans leur cursus scolaire, qu'on retrouve des enfants, et c'est vrai, les parents, ils ne posent pas, comme il l'a dit très bien Zineb, et ils ne vont pas dire cette question, est-ce que mon enfant est intelligent? Mais j'ai retrouvé dans des ateliers des enfants qui estiment qu'ils sont, entre guillemets, nuls. Oui. Et donc, ça rejoint cette idée. Donc, à travers le cursus scolaire, que cette notion d'intelligence commence à sortir. À sortir, exactement. Ou d'être nul, ne pas être intelligent. Et puis, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est en fait, cette notion de l'intelligence est étroitement liée aux matières scientifiques, donc, mathématiques, physique, chimie, etc. Oui. Et quand vous avez un enfant qui a de bonnes notes dans ces matières-là, on entend « Ah oui, mais il est brillant, il est très intelligent. » Et en fait, ça nous ramène à ce que vous, les spécialistes, vous appelez les intelligences. Donc justement, on va maintenant commencer à poser nos cartes pour cette émission. Donc,
communément, l'intelligence, c'est les matières scientifiques. Oui. Mais qu'est-ce que vous savez de l'intelligence, Saad Nosbahou? Oui, donc avant, on parlait d'une intelligence. C'est ça. Pour qu'on soit... Donc, on parlait d'une intelligence. Il y avait un monsieur, c'est Howard Gardner, en 1983. Donc, ce n'est pas très ancien, c'est quelque chose de récent. Qu'il a ajouté un S dans les intelligences. Il a parlé de la théorie des intelligences multiples. Okay. Et à partir de là, on a déjà ce monsieur, il a défini c'est quoi l'intelligence. Et pour lui, l'intelligence, c'est l'habilité que quelqu'un a et l'habilité qu'une personne a pour résoudre des problèmes ou trouver ou créer des choses ou des solutions qui sont vraiment bénéfiques et qui ont de la valeur pour la communauté. Des solutions dans toutes les circonstances. Pour la communauté, dans toutes les circonstances qui sont bien bénéfiques pour notre environnement. Et général. De là, on a abouti que les intelligences, ce n'est pas une intelligence, mais qu'on a besoin de beaucoup d'intelligence pour vivre dans cet environnement. Et de là qu'il a fait sortir 8 types d'intelligence. D'accord. Si vous voulez que je les énumère. Bien sûr. Alors, juste pour mettre un nom sur la première, la plus connue. C'est la logico-mathématique. La logico-mathématique. Tout à l'heure, Zineb, il a parlé. Celle-là, c'est la première, on va dire, c'est celle qui est la plus connue. C'est celle qui est, si vous voulez, le plus présente dans notre système scolaire, que ce soit marocain, français ou autre. C'est l'intelligence de la rationalité, du calcul, d'un esprit plutôt logique. Et puis, c'est celle qui est très présente aussi de la petite section. C'est celle qui est la plus valorisée. C'est celle qui, en tout cas au niveau des coefficients, c'est celle qui a le plus haut coefficient au niveau de toutes les... c'est ça. Même au baccalauréat, c'est celle qui a le coefficient 12 pour toutes sections confondues. Mais quand on parle d'intelligence multiple, aussi, on sort ces intelligences du contexte scolaire. Oui. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'enfant uniquement comme un élève, mais on le voit aussi comme un être humain, un individu qui évolue dans une société. Oui. Et donc, à ce moment-là, on valorise encore plus ces différents types d'intelligence, parce qu'il a besoin de ces compétences, de ces intelligences pour évoluer dans sa société. Pour trouver sa place. Pour trouver sa place, exactement. En fait, comme elle le disait, Souad, ce psychologue, M. Howard Gardner, il a créé, si vous voulez, plusieurs types d'intelligence pour que l'enfant puisse utiliser son côté social, son côté donc aussi si vous voulez, comment l'expliquer, psycho-affectif dans la vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont intelligentes, mais intelligentes toutes différemment les uns les autres. Par exemple, on a Mozart, on a Einstein, on a Picasso, on a Marie Curie. Ça serait vraiment dommage de les mettre tous dans un seul type d'intelligence. Donc on peut parler de l'intelligence du journaliste, du patron, du boulanger, de l'artiste. On peut parler du vétérinaire, on peut parler aussi tout simplement du mécanicien. Donc on ne peut pas tous les catégoriser dans une seule case. Donc il a créé comme un grand bouquet de fleurs. Et dans ce bouquet de fleurs, il y en a celles qui sont plus développées que d'autres. Il y a des intelligences qui sont dominantes et d'autres dominées. Donc du coup, si jamais on peut donner la force à l'enfant de lui dire « Ok, toi, tu n'es peut-être pas très bon en maths, mais tu seras un grand sportif parce que tu as des habilités. » Et ces habilités-là, on va les développer. Et aujourd'hui, je retrouve les mamans qui me disent « Mon enfant est excellent en football. Alors, on va le mettre en sport-études. » Et là, c'est une décision commune avec le papa et il sera épanoui. Et c'est magnifique parce qu'enfin, l'enfant, il grandit, il sera complètement cohérent dans la société et il va utiliser sa passion et son talent pour trouver sa place. Et ne se verrait plus comme nul. Oui, non, c'est la porte de sortie, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que des différences. Exactement. Alors, on passe en revue les différentes intelligences. La logico-mathématique. Il y a la linguistique. Ok. Qui est très présente aussi. Et ça, c'est quoi? C'est visible dans les matières littéraires? Littéraires, les mots, le vocabulaire, la création, la poésie, apprendre rapidement, la mémorisation, être orateur, pouvoir dire les mots facilement. Vous savez, c'est une intelligence qui est aussi très importante et très présente dans notre système. Tout ce qui est économique, littérature, donc c'est une intelligence. C'est les bons orateurs, on va dire? Les avocats, les notaires, oui, c'est les grands orateurs. Les grands orateurs. Alors, les journalistes aussi. Les journalistes aussi. Alors, ça, c'est la 2. La 3, ça serait quoi? La visuospatiale ou la visuelle spatiale.
C'est-à-dire que par rapport à cette intelligence, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui arrivent à mieux se projeter dans leur environnement, qui ont une perception, une habilité par rapport à percevoir tout ce qui les entoure dans l'espace, dans l'environnement. C'est des gens qui savent s'orienter, qui ont un sens d'orientation. C'est les enfants qui ont des habilités pour lire les schémas, les graphiques, s'orienter avec une carte, les plans, oui, aussi. Donc c'est ça, les visions spatiales. La 4 on peut dire c'est la kinesthésique. Oui. Kinesthésique. C'est l'intelligence du corps. Du corps, oui. C'est bouger, avoir des habilités fines par rapport à son corps. Alors, c'est l'intelligence du corps et la manipulation aussi des mains. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui utilisent une habilité manuelle, à savoir les chirurgiens, à savoir tous les métiers qui sont manuels. Ça peut passer du fleuriste au mécanicien. Et ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ses mains. À l'opticien, au dermatologue. Donc, du coup, c'est l'intelligence du corps. Et en même temps, il y a les grands athlètes qui ont cette intelligence-là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut aussi exceller dans l'athlétisme, dans l'intelligence sportive, dans les footballeurs. Est-ce qu'il arrive en fait que différentes intelligences se cumulent Oui. Au fait, ça serait l'idéal. Ouais. Ça serait vraiment l'idéal. Par exemple, je vous donne juste concrètement pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, lorsqu'on veut aller vers un médecin, ou bien vers une spécialité ou n'importe quel métier, on demande toujours qui est le meilleur. C'est vraiment culturel. Alors, donc, du coup, ce sont ceux qui sont habités par certaines intelligences qui vont exceller dans leur métier. Par exemple, si jamais un enfant au baccalauréat veut s'orienter vers l'architecture, et que justement, cet enfant-là, il a cette intelligence visio-spatiale et en même temps kinesthésique. Donc, il va très bien utiliser ses mains, s'orienter dans l'espace. Il a la visio-spatiale qui lui donne toutes ses aptitudes aussi de repérage, d'organisation, etc. Il sera un excellent architecte. C'est ça. Alors que quelqu'un qui est complètement linguistique, qui veut être architecte, il y arrivera bien sûr un jour ou l'autre, mais il ne sera pas aussi bon que celui qui a la visio-spatiale et la kinesthésie cumulée. Ok. Alors, on continue les intelligences et après on revient sur les questions. Oui, donc, on a fait logico-mathématique, linguistique, visio-spatiale, kinesthésique. Naturaliste. C'est-à-dire? C'est les gens qui aiment se retrouver dans la nature. C'est les gens qui ont, les enfants qui ont des compétences par rapport à ordonner, à identifier, à reconnaître, à classer tout ce qui est minéral, végétal ou animal. Et donc, ces gens-là, ils ont des compétences par rapport à classer, à ordonner, à faire des listes. Donc, c'est une compétence et qui aime aussi se retrouver dans la nature. Alors ici, on a plusieurs métiers. On a les ingénieurs agronomes, par exemple. On a les agriculteurs, on a les vétérinaires. On a justement les paysagistes. Ouais. Et puis, l'amour de la nature, des animaux. Et c'est une super intelligence, franchement. Alors, on va voir, est-ce que, dans un petit moment, est-ce qu'on peut cultiver ces intelligences et surtout comment les détecter? Juste par rapport à ça, si on revient à la théorie de base de Gardner, pour lui, toutes ces intelligences, on les a à la naissance. Donc, c'est des intelligences, comme il l'a dit tout à l'heure, Zineb, c'est un bouquet qu'on reçoit à notre naissance. Ils sont là. C'est en fonction de est-ce qu'on va travailler, est-ce qu'on va pratiquer des types d'intelligence qui vont devenir dominantes. Et les autres, on va les laisser dormantes. Donc, la fleur, elle va être petite. D'autres fleurs, ils vont grandir. Mais on va faire on va voir le processus dans un petit moment. Donc, après les naturalistes, qu'est-ce que vous avez? Musical aussi. Il y a la musicale. On est à combien? On est à 6. Logico-mathématique, linguistique, visio-spatiale, kinesthésique, naturaliste, musicale. Et il reste les deux dernières, c'est les intelligences. L'intelligence qu'on peut recouvrir dans l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. D'accord. Donc pour l'intelligence musicale, c'est une intelligence qui est souvent présente chez les enfants. C'est le sens du rythme, c'est la chanson, c'est aussi les ingénieurs du son aussi. Donc si on va aller plus loin. Et c'est une intelligence qui est souvent présente. Il faut aussi faire attention parce que ça rend un enfant heureux.
quand il a cette part de musique dans sa vie. L'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, c'est son niveau de sociabilisation. Et ça a toute sa place aujourd'hui dans le développement personnel, professionnel aussi. Oui. Alors, est-ce qu'on peut développer ces intelligences-là? Mais avant de les développer, comment on peut savoir qu'un enfant a telle ou telle intelligence? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2018, tous les enfants devraient avoir le droit de connaître leur intelligence dominante? Pourquoi? Parce que ça ferait partie aussi de leur développement personnel, de leur propre valorisation. Oui, bien sûr. Effectivement. Oui, par rapport à la question, oui, je crois que ça serait un rêve. Pour moi, c'est un rêve à réaliser. C'est-à-dire qu'on fait intégrer ces intelligences multiples dans le système scolaire, qu'on les intègre à partir carrément de la crèche et qu'on essaie de développer ces 8 intelligences en même temps. C'est vrai qu'il y aura toujours des dominances, mais si on arrive à développer le bouquet, c'est quelqu'un qui va être, comme vous l'avez bien dit, c'est un enfant qui aura beaucoup plus de compétences, de capacités et qui va avoir beaucoup plus confiance en lui. Donc, et le fait de les découvrir, est-ce que ça enlèverait peut-être cette suprématie de l'intelligence logico-mathématique? Effectivement, parce que déjà, il y a une ineptie par rapport aux tests de QI, de coefficient intellectuel. Il minimise l'intelligence d'un enfant à travers un chiffre. Et ensuite, il y a cette stigmatisation de ce chiffre tout au long du cursus scolaire de l'enfant. Si par exemple l'enfant entend « oui, ton coefficient intellectuel est de 70 », c'est très minimisant et c'est vraiment dommage. Par contre, lorsqu'il voit qu'il y a d'autres possibilités, d'autres options, qu'il y a une ouverture, qu'il y a des possibilités évocatives, qu'il y a surtout le fait de se dire « je peux apprendre autrement, je ne suis pas comme tout le monde, je suis différent, mais cette différence est une richesse. Et cette richesse-là, je vais en faire quelque chose. » Et bien l'enfant existe. L'enfant, il se donne cette capacité d'exister. Parce que déjà, quand on travaille la confiance, l'estime de soi, il y a 3 catégories. Il y a d'abord l'amour de soi, qu'on travaille avec l'enfant. Ensuite, il y a la vision de soi. Là, on voit ses qualités, on voit beaucoup de choses. Et ensuite, on voit la confiance en soi. Et cette catégorisation d'intelligence, on la travaille dans la confiance en soi. On travaille les capacités et on travaille le test des intelligences multiples. Quand il voit que dans ses capacités, il a beaucoup de choses, il a beaucoup de possibilités, et bien le spectre, il s'ouvre. Il respire. Il se dit, OK, j'ai autre chose. Franchement, j'ai de l'espoir. Et donc, du coup, tout ça, ça donne un peu plus, on escalade un peu plus vers l'estime de soi et on grandit l'estime de soi de l'enfant. Alors ça, c'est le rôle que vous jouez auprès des enfants, mais on sait que les parents veulent le mieux pour leurs enfants. Oui. On le sait, on part de ce principe-là. Et parfois, le conditionnement de ces parents a fait que pour eux, le meilleur pour leurs enfants, c'est une carrière toute tracée par eux, surtout basée sur, on va dire, ce qui est scientifique. Comment vous arrivez aussi à convaincre ces parents de lâcher prise, de laisser cette intelligence, qui n'est peut-être pas logico-mathématique, mais qui est autre, éclore et laisser justement cet enfant profiter de toutes ses compétences innables? En toute sincérité, les parents sont à l'écoute et aujourd'hui, la mentalité a changé. Aujourd'hui, il y a le bonheur et puis surtout l'accomplissement de soi de l'enfant. Donc les parents écoutent ces intelligences, essayent de comprendre, essayent de voir quelles sont les ouvertures à travers les tests d'intelligence qu'on fait, parce que moi, généralement, j'en fais 2 pour valider le premier, et puis aussi, je fais 1 aux parents pour valider le choix des enfants pour le test. Et ensuite, on a une ouverture métier à travers 3 intelligences dominantes et 3 intelligences dominées. Donc, on a des ouvertures métiers. Vous le faites vers quel âge, puisque vous parlez d'ouverture métier? 14, avant l'orientation. À partir du lycée, la seconde, première, on commence à faire les orientations. Et puis aussi, lorsqu'on travaille la confiance en soi de l'enfant, on travaille les intelligences, mais d'une autre manière, pas avec les ouvertures métiers. On travaille avec les méthodes d'apprentissage. Ils peuvent apprendre avec l'intelligence musicale, ils peuvent apprendre avec l'intelligence visuospatiale. Là, je leur donne des outils pour apprendre avec leurs aptitudes. Mais au niveau du lycée, il y a l'orientation scolaire. Donc les enfants, donc les parents, ils arrivent à penser autre que médecine, architecture, avocat, et puis les métiers financiers. Ils arrivent maintenant à se dire, OK, donc il y a d'autres métiers possibles. Et ces autres métiers possibles, cette curiosité, elle commence à s'ouvrir. Alors par exemple, l'ingénieur topographe, c'est un métier qui va relier l'intelligence naturaliste et l'intelligence visio-spatiale. Donc ça, encore une fois, les parents, ils commencent à dire, OK, c'est très intéressant pour notre pays aussi. Donc pourquoi ne pas donner cette force à notre enfant? Par exemple, tout simplement le métier de paysagiste aussi. Donc on essaie d'ouvrir les possibilités aux parents
pour le bien des enfants, pour que les enfants, encore une fois, comme j'ai dit, puissent allier talent et passion. Et les enfants adhèrent aussi par rapport à ces orientations-là, où finalement, quand on a déjà un rêve, en fait, et qu'on pense ne pas avoir les compétences pour, est-ce que, entre guillemets, le diagnostic vient éliminer ce rêve? C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est donc par rapport à ces intelligences multiples. Est-ce qu'on va, c'est en fonction de l'objectif qu'on va se fixer. Si mon objectif, c'est de valoriser toutes ces compétences et permettre à mon enfant d'avoir un spectre beaucoup plus ouvert pour choisir après ce qu'il veut faire, je vais partir dans cette voie de valoriser et de vraiment mettre en pratique tout ce que j'ai pour que ces intelligences se développent. C'est ça. Le bouquet en entier. Mais si l'objectif, c'est d'être bien et meilleur dans ce qu'il a de mieux, c'est que je vais aller chercher ses dominants et je vais les appuyer encore plus pour qu'ils puissent exceller, être expert dans son domaine. Donc ça dépend de l'objectif que je me fixe. Mais la question est, si par exemple vous avez un enfant qui rêve d'être pilote, par exemple, mais on sait que pour être pilote, eh bien, il faut exceller dans les matières scientifiques, avoir cette intelligence logico-mathématique. Et visio-spatiale. Et visio-spatiale, voilà, c'est ça. Alors, et cet enfant-là ne les a pas, on va dire, il est plutôt kinesthésique, il est plutôt linguistique. Oui. Est-ce qu'on peut, parce que c'est son rêve, l'aider à cultiver ces intelligences qui sont nécessaires? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas trop dur? Non. Non. C'est toujours, il faut juste si penser. C'est son rêve. C'est qu'il ne veut pas abandonner. C'est un rêve, donc c'est quelque chose qu'il va faire. Il va mettre lui aussi tous les moyens de son côté pour réussir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? On va aller d'abord chercher ses intelligences dominantes. Donc, on va aller chercher les points forts qu'il a. Et avec ces points forts, on va travailler avec ces points forts pour vraiment travailler les choses qui sont faibles, pour appuyer, pour l'aider à améliorer cette intelligence qui est dormante en lui. Donc, on appuie sur les points forts pour améliorer les points faibles de l'enfant. C'est comme un muscle qu'on travaille dans le corps. Donc, un muscle que tu sollicites tout le temps, c'est un muscle qui va se développer beaucoup mieux qu'un autre que tu ne pratiques pas. Mais travailler d'une certaine manière, parce que justement, bon, l'idée de cette émission, et je comprends, c'est pas d'enfermer chacun dans ses intelligences, c'est d'ouvrir chacun à ses intelligences, toutes les possibilités. C'est ça. Au contraire, c'est d'ouvrir toutes les possibilités et de renforcer les intelligences, on va dire, qui sont un peu plus faibles. Mais en même temps, c'est aussi de dire que lorsqu'on veut travailler des intelligences qui sont dormantes ou qui sont fragiles, il faut les travailler selon les autres intelligences. C'est bien ça? Parce que vous avez des parents, par exemple, qui font du forcing sur les cours de soutien, les cours de maths, les cours de physique, pour que l'enfant ait de meilleures notes, mais à la fin de l'année, c'est pas ça. C'est quoi? Ça a été quoi le problème? Parce que ça disait, c'est comme un muscle qu'on renforce, ben les parents pourraient se dire, oui, ben, moi je l'aide à renforcer son muscle maths, je finis juste ma question, son muscle maths, avec des cours de soutien. Et pourtant, ça ne donne pas de résultat. Est-ce que c'est la méthodologie qui a été mauvaise? On n'a pas respecté ses intelligences? C'est ce que j'ai dit, on va renforcer ce qu'il a de moins avec ce qu'il a de plus fort. C'est-à-dire qu'on va utiliser ses forces, on ne va pas négliger ses forces. Je donne juste un petit exemple qui est très simple. Un enfant qui est kinesthésique et qu'on veut lui apprendre à faire la soustraction, il est tout petit, donc c'est la première étape dans l'apprentissage des maths. D'accord? Donc, quand on veut lui faire apprendre la soustraction, tout simplement, un kinesthésique, on doit mettre des carrés par terre et il va le faire à travers son corps. Avancer de 10 cases, reculer de 2. Qu'est-ce que ça donne pour toi? Et pas la feuille et le stylo. Oui, c'est une manière différente. C'est une manière différente de renforcer ces points faibles. Donc, on renforce ce qui est faible avec ce qui est fort. Voilà. Parce que justement, les parents qui pourraient nous regarder se dire, ben voilà, moi, pour telle ou telle matière, je mise sur les cours de soutien et puis ça ne marche pas. On me dit, c'est comme muscler un muscle. Alors qu'il faut aller chercher l'intelligence de l'enfant pour pouvoir travailler les autres intelligences. Vous confirmez? Je confirme. C'est le challenge aussi des écoles qui pourraient aussi utiliser d'autres manières de faire passer le message et d'utiliser pratiquement toutes les intelligences, toutes les voies d'intelligence pour que chaque enfant puisse recevoir l'information de manière beaucoup plus facile.
Exact. Donc le challenge aussi serait aussi au de niveau changer scolaire. Aussi le système d'apprentissage. Juste pas de le changer, mais juste de le modeler, juste de changer la manière de faire, voilà, de le rendre un peu plus riche, parce que tous les enfants ne sont pas pareils, et c'est la diversité qui crée la richesse. Exact. Alors, on va marquer une courte pause, et juste après, justement, on ira dans une école pour voir comment on muscle le cerveau des enfants pour l'apprentissage des mathématiques. Restez avec nous sur Médien TV. Très, très bonne journée à toutes et à tous. À tout de suite pour la suite. Sur Médien TV, la suite d'On se dit tout. On se dit tout ce matin sur les intelligences multiples chez les enfants. Un véritable bouquet qu'il faut laisser se développer selon nos spécialistes, mais justement qui pourrait améliorer leur perspective d'avenir des enfants selon les différentes orientations possibles, selon ces justement différentes intelligences. On en parle avec deux spécialistes de la question, Zinab Lamati et Souad Bensbahou. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. On continue la discussion donc, sur ces intelligences. Et puis ensuite, j'aurai avec moi le docteur Soumaïa El-Ouazani pour un sujet qui concerne justement la santé visuelle chez les enfants. Alors, on reprend, on a dit, je résume rapidement pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, nous avons 8 intelligences. Nos enfants ont 8 intelligences, et donc j'imagine nous aussi les adultes. C'est ça, bien sûr. On a les 8 et aussi. par corrélation. Et par corrélation, exactement. Mais est-ce qu'on les... En fait, on les garde, même si on en a 2, 3 plus développés que d'autres, on les garde. On peut les retravailler et les développer. Et on peut les développer. On les connaît, adultes, non. Même adultes, parfois, on ne connaît pas nos intelligences. Alors, si, enfin, moi, je connais très, très bien les miennes. Je connais mes dominantes et je connais mes dominés. Mais vous êtes une spécialiste. Et puis, si vous voulez, je pourrais vous faire passer un test. Et avec plaisir. Voilà. Je connaîtrai un peu plus mes intelligences. Mais justement, donc, on a besoin de l'orientation d'un spécialiste pour les connaître. Et oui, effectivement. Et puis, un peu plus de compréhension de tout cela et de démystifier chacune d'entre elles. D'accord. À l'œil nu, vous pouvez le voir ou il faut absolument des tests souvent, je peux en dénicher une à l'œil nu quand l'enfant est très sociable, quand il prend la place, ou bien au niveau oratoire, ou bien quand on parle directement avec un enfant, il parle avec des chiffres. Donc, des fois, il y en a certaines qui sortent automatiquement. Ou bien, vous savez, des fois, je suis avec un enfant qui me sort tous les noms de fleurs. Ouais. Et ça m'impressionne toujours. Donc, cette intelligence naturaliste, elle existe naturellement chez l'enfant. Exactement. Oui, si j'ai à dire, effectivement, c'est avec l'observation et l'analyse de l'enfant en première étape qu'on peut dénicher ses intelligences. Et ce travail, même les parents, ils peuvent le faire. C'est juste, il faut qu'ils se renseignent sur ces intelligences, qu'ils les connaissent. Il faut aussi que j'explique ces types d'intelligence à l'enfant et que je lui laisse le choix de se retrouver où il veut. Et bien sûr, c'est pas... Une fois il choisit, je lui dis c'est OK, mais je pose la question, pour quelle raison tu as choisi? Qu'est-ce que tu fais qui fait que tu as choisi cette intelligence? Et à la dernière étape, faire les tests sur les intelligences. Mais déjà, un parent, il peut travailler ça. Moi, si j'ai quelque chose à donner aux téléspectateurs, c'est aller voir le dessin animé des Multibrio sur YouTube. Elle est excellente sur les intelligences expliquées à l'enfant. D'accord, ça s'appelle Multibrio. Oui. D'accord. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il y en a une qui... Enfin, il y a souvent, lorsque je vois des enfants en cours de récréation, il y a des enfants qui sont... Qui ont ce sens de l'intégration, la gestion du problème, beaucoup plus fort qu'un autre enfant qui est plutôt timide, réservé, et un autre qui est très à l'aise, qui peut aussi créer ses petits groupes, les défaire, gérer les problèmes des uns et des autres. Et ça, c'est incroyable. C'est pas parce que c'est le second de la famille ou le petit cadet ou le benjamin. Non, c'est tout simplement parce qu'il est comme ça. Oui, c'est inné en fait. C'est inné et puis ça peut faire ressortir beaucoup de choses après, socialement. Et ces tests d'intelligence, en fait, ils aident beaucoup pour l'orientation. Pour l'orientation et pour aussi les méthodes d'apprentissage au niveau scolaire, voilà, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, pour pouvoir faciliter la formation. Et vous avez dit que lorsqu'on a une intelligence qui semblerait être relativement faible par rapport à d'autres, on peut la renforcer. On peut la cultiver. Mais justement, on vous emmène dans une école qui cultive l'intelligence logico-mathématique, comment renforcer le calcul mental. On regarde. D'accord. 2 plus 2 plus 5 moins 4 plus 10. 15. Bravo. 16 plus 3 moins 4 plus 3. 18. Bravo. 4 plus 3. 3. Bravo. 6 plus 1 plus 1 plus 1 moins 4. 5. Ce qu'on trouve chez l'enfant, ou bien chez nos enfants, tous ce sont des enfants intelligents,
Mais la différence entre eux, c'est chacun a sa particularité. Il est soit au niveau d'apprentissage, soit au niveau de concentration, soit au niveau de motivation. 2 moins 3 plus 1. Bravo. Je trouve la matière très très bien. Et ça m'aide à me concentrer sur les multiplications, les soustractions, des autres matières comme ça. Je trouve que le calcul mental, c'est une matière amusante, également stimulante parce que le calcul mental aide à faire marcher le cerveau. Plus 5 moins 4 plus 13. 18. Merci beaucoup pour Saad qui a accepté de répondre au micro de Média TV. C'est vrai que c'est pas facile quand même. Avoir un micro comme ça, aussi petit, et une caméra braquée. En tout cas, c'est une belle intelligence. C'est ça. Alors, explique. Ici, par exemple, si vous avez bien remarqué, ils utilisent l'intelligence visuelle spatiale pour faire le calcul. Alors, vous allez nous expliquer. Moi, je ne peux pas remarquer. Justement, j'allais revenir sur... Parce que normalement, pour calculer, ils ont un abacus, un instrument qui s'appelle l'abacus. Et là, les enfants, ils ne l'avaient pas entre les mains. Ils le visualisent dans leur tête. C'est pour ça qu'ils faisaient comme... Voilà. C'est la visualisation de l'abacus. Et aussi la kinesthésique avec les doigts. C'était ça ma question. C'est quoi ces petits doigts qui bougent? C'est parce qu'ils sont en train de visualiser. Parce qu'à la fin, ils ont montré l'abacus. C'est une tablette. Qu'ils avaient... Oui, normalement, au début, on commence avec cette petite cette petite tablette d'abacus pour apprendre à calculer rapidement. Mais après, on l'enlève. Donc, en fait, eux, ils sont passés à un stade supérieur. Ils sont en train de la visualiser et ils font le calcul, ils font ça avec la main. C'est comme si tu es en train de visualiser un truc, toi, tu ne le vois pas, mais dans leur tête, il est présent. Et donc, c'est pour ça qu'ils travaillent avec le doigt. Donc, c'est la visio-spatiale qu'ils étaient en train de... Avec la visio-spatiale qu'ils travaillent cette... C'est une méthode qui donne de bons résultats? En tout cas, c'est utile, c'est très utile et pour la vie. Et c'est juste magnifique parce que l'enfant calcule rapidement et calcule de manière sans papier, sans stylo, donc un calcul mental. Et c'est juste incroyable parce que ça va leur faciliter la vie pour les problèmes et pour toutes les matières, au fait, parce que c'est un esprit logique qu'ils développent. Et cet esprit logique, il est très important finalement. Il est très, très... Même pour les matières littéraires, il faut un certain esprit logique. Et là, je trouve ça magnifique. Même dans la vie de tous les jours. Dans la compréhension. On doit analyser la situation, trouver des solutions. Il faut garder son sang-froid, il faut avoir un esprit logique de réaction. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure avant la pause l'idée de l'évolution du système d'apprentissage, du système scolaire. Est-ce qu'avec des classes qui sont en moyenne à 30 élèves, on peut aller, parce que c'est presque un apprentissage et un enseignement à la carte, chacun son intelligence, chacun sa sensibilité, chacun son point fort, chacun sa méthode d'apprentissage. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le contexte actuel de nos classes, apporter ce type d'amélioration, Zineb? Vous en pensez quoi? En fait, il peut y avoir une manière de faire passer le message différente, de faire passer le message à travers des petits groupes, de pouvoir mettre ensemble les enfants qui ont un mode d'apprentissage égal et puis ensuite leur faire passer le message d'une manière différente. Parce que je pense que le but d'un enseignant, c'est que son message passe. Mais pas qu'il le passe tout simplement parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il aimerait que les enfants soient à l'écoute. Donc du coup, s'il différencie son apprentissage, eh ben, les enfants, ils seraient beaucoup plus à l'aise et ils aimeraient beaucoup plus la matière. C'est pareil, souvent j'entends le maître ne m'aime pas ou je n'aime pas cette matière à cause du maître. Donc, pourquoi ne pas le faire d'une manière différente, tout simplement? Voir que, par exemple, ne serait-ce aussi que si certains sont visuels ou auditifs, donc pouvoir faire passer le message différemment. Au fait, c'est juste trouver la différence. Et lorsqu'il y a des enfants différents, leur accorder du temps, leur accorder tout simplement plus d'importance. Ouvrir les yeux sur les différences. Oui, bien sûr. Alors, et justement, Saad, comment je peux valoriser ces intelligences chez mon enfant, lui donner confiance en lui, alors que toutes les... En fait, on va dire tout le focus
va vers l'intelligence logico-mathématique. Tout le système valorise cette intelligence-là. Donc là, tu es en train de parler d'un enfant qui n'a pas cette logico-mathématique et linguistique qui est sollicitée dans le système. Il y a d'autres intelligences qui pourraient lui servir, mais aujourd'hui, à l'école, ben voilà ce qui est valorisé parce qu'à la fin, il y a un bulletin, il y a des notes. Oui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de faire développer tout le bouquet de fleurs de mon enfant. Donc, je vais me baser sur ce qu'il a de plus fort et je vais l'aider avec ses forces d'aller cultiver ce qu'il a de faiblesse. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un kinesthésique pour lui apprendre l'addition. Je peux donner des exemples pour quelqu'un de visuel aussi, comment on peut travailler avec lui. Il y a différentes manières de faire. Est-ce que, par exemple, moi, en tant que mère, si mon enfant arrive avec de mauvaises notes, d'accord, et donc, on va dire, à l'école, avec ses petits camarades, on lui dit « Ah, tu as une mauvaise note, tu es nul, tu n'es pas bon ». Donc, c'est des blessures qui sont à l'intérieur. Est-ce que le poids de la mère, du père, est supérieur à tout cela? Est-ce que moi, en l'encourageant, en lui disant « Tu es très bien, tu es très intelligent, tu es intelligent dans d'autres domaines », est-ce que ça compense, en fait, la blessure? Non, il faut aller d'abord, en tant que parent, il faut aller chercher. On est en train d'ouvrir le champ visuel des parents pour leur dire qu'il y a des intelligences multiples. Il y a une théorie qui s'appelle les intelligences multiples. Donc, ne vous focalisez pas sur un ou deux intelligences. Allez chercher ce que votre enfant a de plus fort. Et à partir de ce qu'il a fort, déjà quand un enfant, tu lui dis tu es intelligent, mais tu es intelligent de ta manière, tu es différent, mais tu es intelligent de ta manière, tu es doué et tu as de l'habilité par rapport à des choses que d'autres enfants n'ont pas. Donc à partir de ces habilités, je vais aller renforcer ce qu'il a de moins. Donc c'est à travers ça. Sinem. Alors, au fait, par rapport à la question de tout à l'heure, comment renforcer les intelligences, par exemple, lorsque nous, on fait passer les tests, il y a les outils pour les améliorer. Par exemple, l'intelligence intrapersonnelle, où l'enfant ressent ses propres sentiments. Il n'est pas très sociable, mais parce qu'il ressent les autres et qu'il se ressent lui-même. Donc, il y a plusieurs métiers. Donc, cet enfant-là, il pourrait avoir un journal intime, il pourrait décrire ses rêves, il pourrait développer cette intelligence-là. Pareil pour l'intelligence, par exemple, kinesthésique. Ben, si, par exemple, le parent voit que l'enfant, il est fort au niveau sportif, il peut faire beaucoup d'activités parascolaires. Et puis ce sont ça renforce en fait son estime de lui-même. Au fait, ça le rend heureux. Ça le rend heureux, c'est ça. Et quand on est il heureux, fait des choses qu'il aime. Et quand et ben on est plus apte aussi à travailler. Donc on fait comme ça et comme ça. Et puis les parents aujourd'hui, ils sont à l'écoute. Il y a beaucoup d'activités parascolaires qui répondent à chaque spécificité. Il y a aujourd'hui le théâtre qui renforce l'interpersonnel. Il y a aussi, bon, bien sûr, tout ce qui est sportif, foot, basket, etc., qui renforce le kinesthésique. Mais il y a aussi la robotique aujourd'hui, la mécanique, qui va renforcer la visio-spatiale. Donc les parents, ils sont à l'écoute de leurs enfants. Ils voient les aptitudes et ils renforcent à partir des aptitudes. Alors justement, le conseil qu'on pourrait donner, c'est de ne pas juste faire des activités pour les faire. Il faut réfléchir quelle serait l'activité la plus adaptée et la plus harmonieuse de mon enfant. Comme ça, cet enfant-là, il va grandir dans le respect de lui-même et complètement conjointement avec ses aptitudes à lui. Et ses intelligences. Oui. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce sujet. Merci. Mon enfant est-il intelligent? Eh bien oui, il a énormément d'intelligence. Il est très intelligent. Très intelligent. Merci beaucoup, mesdames. Zineb Lamati, coach certifié ICF scolaire, et Saad Nsbahou, coach certifié ICF et formatrice. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. Allez, à présent, nous allons nous occuper des yeux des enfants. C'est notre interview santé du jour. Et souvent, on parle de cette thématique, de cette problématique à la rentrée scolaire. Eh bien, il est quand même temps de rappeler les choses. Ça fait quelques mois déjà que nous n'en avons pas parlé. Les yeux de nos enfants sous le feu des projecteurs. À présent, avec vous, docteur Soumaïa El-Ouazani, ophtalmologue. Bonjour, docteur. Bonjour, Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. C'est vrai qu'en général, c'est un sujet qu'on a tendance à traiter à la rentrée scolaire et puis après, on oublie. Sauf que c'est toujours important de revenir sur certains sujets qui concernent justement le développement de nos enfants. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut détecter un problème de vue chez un nouveau-né dès la naissance? Est-ce que c'est possible?
Alors, certes, il n'est pas toujours évident de détecter un problème visuel chez un enfant, puisque tous les nouveau-nés voient flou, ils ont une acuité visuelle qui est très basse. Okay. Mais certains problèmes de vue doivent être détectés à la naissance vu leur gravité. C'est le problème, par exemple, de la cataracte congénitale, qui correspond à une opacification du cristallin. C'est visible à l'œil nu? C'est visible et ça correspond à des pupilles qui sont blanches. Ok. D'accord. Donc c'est ça. Il faut avoir la puce à l'oreille et savoir que c'est pas normal parce que cette cataracte congénitale, elle peut être soit héréditaire, c'est-à-dire il y a des antécédents dans la famille. Elle peut être la traduction d'une infection materno-fétale contractée par le fœtus au cours de la grossesse, ou alors cacher un problème plus sérieux. C'est le cas de certaines tumeurs intraoculaires. Très bien. Et là, ça menace... Et le bébé peut naître avec ça. Voilà, il peut naître avec ça. Et là, ça menace non seulement le pronostic visuel, ça menace même le pronostic vital. Parce que c'est des tumeurs qui sont potentiellement agressives et il faut prendre en charge urgemment. Mais cette cataracte congénitale, elle est visible à l'œil nu du pédiatre, du gynécologue, des parents? Justement, elle est visible à l'œil nu du pédiatre, des parents, de la famille, du gynécologue. Donc, voilà. Le deuxième problème, c'est le problème des naissances qui ont de gros yeux. Et ça correspond au glaucome congénital. C'est-à-dire, ce n'est pas un œil qui est très beau, c'est vrai, c'est un œil qui est très grand, qui est buphtalme, mais avec une cornée qui est opaque. Et là aussi, c'est une urgence chirurgicale. De naissance? La prise en charge se fait urgemment, voire dans les délais les plus brefs. Parce que, comme vous savez, le glaucome, c'est une pathologie potentiellement cécitante. Alors, d'autant plus que quand il s'agit chez un enfant. D'autres problèmes peuvent être décelés à la naissance. C'est des problèmes de yeux qui oscillent très, très rapidement. C'est ce qu'on appelle le nystagmus. Et là, ça peut cacher soit des problèmes oculaires ou bien des problèmes neurologiques. Donc il y a des choses en fait qui sont apparentes, évidentes dès la naissance, et la prise en charge doit se faire. Et le corps médical, on va dire marocain, est habitué à cela, à cette prise en charge, même sur des tout petits? Bien sûr, parce que tant qu'il y a l'urgence, la prise en charge doit se faire dans les délais les plus brefs. Très bien. Alors, passé ces premiers jours de la naissance, le bébé commence à grandir. Quels sont ces signes auxquels les parents devraient faire attention quant à la santé visuelle de leur bébé, de leur tout petit? Alors, bébé petit, il faut surveiller sa vision, c'est-à-dire un bébé qui se frotte constamment les yeux, c'est un bébé qui se frotte les yeux à la recherche de sensations visuelles. Donc, et là, ça veut dire que c'est un bébé qui a probablement un problème visuel ou bien des signes de malvoyance. Un bébé qui est indifférent à la lumière ou bien... Qui se frotte beaucoup les yeux, parce que les bébés très petits ont tendance à parfois mettre les poings sur les yeux. Ça veut forcément dire qu'il y a un problème ou c'est la fréquence? C'est la fréquence des frottements qui pourrait nous orienter vers un problème visuel. Pour ne pas faire peur aux parents qui nous regardent. C'est clair. Voilà. Donc, un bébé qui est indifférent à la lumière ou bien indifférent à la menace visuelle, on prend un objet, on le place devant des yeux et tout ça, le bébé ne suit pas. Là aussi, c'est un problème visuel chez l'enfant. Un bébé qui se fronce constamment les sourcils ou bien qui a un strabisme qui ne s'améliore pas au-delà des 4 mois, aussi, c'est un bébé qui pourrait avoir un problème visuel. D'accord. À ce moment-là, la prise en charge, elle se fait aussitôt, vers les 3 mois, 4 mois, ou il faut attendre la fin peut-être de la première année? Bien sûr, l'examen visuel doit se faire aussitôt. Alors, certes, chez un bébé, c'est un peu difficile. On anesthésie le bébé et on l'examine très à l'aise au bloc opératoire pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème grave qui est caché à travers ces signes-là. Et cette histoire d'anesthésie générale, elle inquiète quand même les parents. Vous arrivez à les convaincre de l'importance, de la nécessité? Bien sûr, c'est pas une vraie anesthésie. Ça pourrait être une sédation, une petite sédation. Et bien sûr, il y a des anesthésistes qui sont à nos chevets, qui surveillent le bébé. Comme ça, l'ophtalmo, il examine à l'aise son patient. Son tout petit bébé. Patient, absolument. Et à ce moment-là, est-ce qu'il arrive qu'on oriente vers un port de lunettes aussitôt? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, au bloc opératoire, on a des matériaux spéciaux adaptés pour la mesure de la réfraction. Donc, on mesure la réfraction. S'il y a un problème de vision, enfin un problème d'amétropie,
on adapte l'enfant aussitôt parce que mieux la prise en charge est rapide, meilleur sera le résultat et le pronostic visuel de cet enfant. D'accord. Et le plus jeune patient que vous ayez vu avec des lunettes, ça serait... c'est quel âge? Personnellement, c'est 6 mois, 8 mois. Ah, quand même. Même avant 1 an, oui, on a adapté des enfants. Et donc, en fait, ensuite, la santé visuelle de ces enfants évolue normalement. Justement, si la prise en charge est correctement faite, c'est-à-dire de la part de la famille et de la part de l'ophtalmo, avec la collaboration étroite de l'orthoptiste, le pronostic visuel, il est bien. Quand vous dites avec la collaboration de la famille, quel est le rôle de la famille dans tout ça? Justement, c'est surveiller le port des lunettes par le tout petit... c'est pas facile quand même. C'est pas évident, effectivement, et c'est là où la famille joue le rôle le plus important. Et comment ces parents arrivent à garder des lunettes sur le visage d'un bébé? Parce que les enfants, surtout à cet âge-là, avant 1 an et même au-delà, ils sont très curieux, ils bougent beaucoup, ils n'acceptent rien sur eux. Même, je vois qu'avec les petites filles, quand on essaie de mettre quelque chose sur les cheveux, elles l'enlèvent. Alors, qu'en est-il des lunettes quand même? Tout à fait. Il y a des lunettes, des montures qui sont légères, en plastique, flexibles, de telle façon à ce que le bébé tout petit ne soit pas trop irrité. Et il y a des petites élastiques qui serrent les lunettes de la tête pour que la monture soit adaptée sur les yeux et sur le visage de l'enfant. Très bien. Alors, souvent, on a fait le lien entre santé des yeux chez l'enfant et l'âge de la scolarité. C'est pourquoi c'est devenu un classique, en fait, de parler de la santé des yeux à la rentrée scolaire, au mois de septembre. Sauf que parce que pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas corriger la vue des enfants, qu'on ne pouvait pas la mesurer avant qu'ils n'arrivent à l'école, en âge d'être, on va dire, confrontés au gros tableau, à pouvoir lire et recopier. Les choses ont changé, vous nous le dites. Aujourd'hui, on peut prendre la santé des yeux des enfants très très tôt. Donc, en fait, c'est un petit peu dépassé cette vision de santé des yeux liée à la scolarité, liée à l'âge de l'entrée scolaire, liée à l'âge de 6 ans au CP. Tout à fait, c'est dépassé grâce à l'information. Donc, les parents sont de plus en plus informés par les médias, par des contacts et tout ça. Donc, c'est pour ça que dès le moindre signe d'appel, les parents doivent s'alarmer et aller vers un spécialiste ophtalmo. Parce que ce n'est pas que la scolarité, l'âge de la scolarité qui va nous orienter. Quoique la majorité, malheureusement, des Marocains, c'est-à-dire la majorité des consultations, on les voit à l'âge scolaire, préscolaire. On n'a pas fréquemment ces parents qui s'inquiètent à l'âge de 2 ans, 3 ans. C'est pas encore vulgarisé voilà. Justement, d'où l'importance d'en parler avec vous, hors contexte scolaire, pour rappeler que finalement les choses ont changé, qu'on ne doit plus attendre l'entrée officielle à l'école, l'âge du CP par exemple, lorsqu'un enfant est capable de lire, pour aller détecter s'il y a un problème oculaire. C'est ça le but en fait de l'interview d'aujourd'hui. Alors, maintenant, les choses sont ce qu'elles sont, quand même, tout de même, vers l'âge de 5-6 ans. Là encore, qu'est-ce qu'on doit surveiller ? Alors, à l'âge de préscolaire ou scolaire, c'est souvent des enfants qui ont des maux de tête, qui ont des allergies à répétition. Des allergies c'est-à-dire respiratoires Non, des allergies oculaires, des yeux rouges, irrités continuellement, avec parfois des petits boutons sur les paupières et tout ça, c'est des chalazions. Ou alors, c'est des enfants qui ont toujours le nez collé à leur cahier, qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de copiage. Parfois, ça peut même aller à un retard scolaire chez l'enfant. Et en fait, ce qui est derrière, c'est un problème au niveau des yeux. Tout à fait. Alors, docteur, pour finir, peut-être ces nouvelles habitudes de surconsommation des outils, tablettes, smartphones, télévision, est-ce que vous, en tant qu'ophtalmo, vous constatez déjà des conséquences sur les yeux des enfants? Ils commencent très très tôt à regarder ces écrans et pendant de longues plages horaires. Est-ce que ça a des conséquences ? Tout à fait. Donc la lumière bleue en général, elle a des conséquences fâcheuses aussi bien sur la santé visuelle de l'enfant que de l'adulte. Mais l'enfant, il est plus concerné. Pourquoi ? Parce qu'il a encore un cristallin qui est immature et qui est encore incapable de filtrer la lumière bleue qui émane de ces objets voilà, qu'on consomme. Cette lumière bleue, en fait, c'est une lumière que l'on ne voelle pas, qui émane des écrans plats. Non, c'est la lumière bleue, c'est-à-dire des écrans de l'ordinateur.
elle fait partie, c'est un spectre de lumière. Mais voilà. on ne le voit pas à l'œil nu. On ne le voit pas à l'œil nu, voilà, on ne le voit pas à l'œil nu, mais il fait partie intégrante de la lumière. Donc, chez l'enfant, il faut faire attention parce que ça donne des problèmes visuels ou bien ça aggrave des problèmes visuels déjà existants. Donc, toujours, la prévention est là son rôle. Et dans ce cas-là, il faut limiter le nombre d'heures d'exposition des enfants face à ces écrans et tout ça. Il faut adapter la luminosité et la distance de lecture. Donc, voilà. Lecture des tablettes, des smartphones et tout ça. Et la chose la plus importante, peut-être les équiper en verres qui filtrent cette lumière bleue, c'est-à-dire des verres anti-lumière bleue. Mais toujours, la meilleure des choses, c'est limiter le nombre d'heures d'exposition. Vous vous retrouvez avec de plus en plus de petits patients? Oui, on a la majorité des patients sont des enfants qui consultent justement pour des problèmes. La donne a changé par rapport à il y a quelques années, il y a 10-20 ans peut-être? Oui. C'est une inversion carrément de l'équation. Mais ces problèmes se voient aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Mais jadis, les enfants n'étaient pas trop concernés par ces problèmes. Maintenant, toute la population est concernée parce qu'il y a la surconsommation plutôt de ces objets de luxe, quoi. Enfin. Parfait. Merci beaucoup, Dr Soumaïa El-Ouazani, ophtalmologue à FAS. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour ces conseils. À nos téléspectateurs, quant à moi, je remercie toute l'équipe qui m'accompagne en régie, mais aussi à Tanger. À très vite sur Médien TV et sur Médien Radio.